Il existe des histoires qu'on préfère oublier, des dossiers que même les enquêteurs refusent d'évoquer sans baisser la voix. L'affaire dont je vais vous parler n'est pas une légende urbaine ni une rumeur perdue sur Internet. Elle a eu lieu. Et pendant des années, personne ne s'en est aperçu. Dans une petite ville isolée du Nouveau-Mexique, un homme vivait derrière des murs ordinaires. Un voisin poli, un garagiste apprécié, rien qui puisse attirer l'attention. Pourtant, à quelques mètres des regards, se trouvait une pièce. Une pièce dont les murs avaient été insonorisés. Une pièce remplie d'objets dont l'existence même devrait être impossible. On l'appelait la salle du jouet. Et si je vous disais que certaines des personnes qui y sont entrées respirent peut-être encore quelque part, mais qu'aucune d'elles n'a jamais retrouvé son propre nom. David Parker Ray n'avait rien d'un monstre au premier regard. Né en 1939, il grandit dans une famille rurale où l'on ne parlait pas beaucoup, où la violence se transmettait sans mots. Son père buvait, hurlait, puis disparaissait des semaines entières. Sa mère, elle, baissait les yeux. David apprit tôt à se taire, à observer. À l'école, les professeurs se souvenaient de lui comme d'un garçon calme, presque effacé, mais ses camarades, eux, se rappelaient d'un autre détail, ses dessins, des chaînes, des silhouettes attachées, des visages sans bouche. Plus tard, il s'engagea dans l'armée, devint mécanicien, compétent, précis. Rien de remarquable, rien d'inquiétant. Juste ordinaire. Et c'est justement ça, le plus terrifiant, David Parker Ray n'était pas un monstre né dans l'ombre. Il était un homme parfaitement invisible. À Elephant Butte, une petite ville perdue entre le désert et un lac artificiel, Ray vivait dans une maison modeste, à l'écart des autres. Rien de suspect. Une façade beige, un terrain sec, quelques outils de mécanique, le genre d'endroit qu'on oublie dès qu'on détourne le regard. Et pourtant, c'est là que tout se jouait. Dans la cour arrière, dissimulée derrière un hangar, se trouvait une remorque blanche. Elle ne payait pas de mine. Une remorque comme en possèdent les artisans, les mécaniciens, les bricoleurs. Sauf que celle-ci était verrouillée de l'intérieur et de l'extérieur. 2 cadenas, un système métallique renforcé. Personne ne s'en approchait. On raconte que, certains soirs, un bourdonnement grave émanait de l'intérieur. Un bourdonnement régulier, presque industriel, comme une machine, ou une ventilation très puissante. Mais ce n'était pas ce bruit qui dérangeait le plus les voisins, non. C'étaient les silences. Des silences trop nets, trop lourds, comme si tout s'en était aspiré, avalé, étouffé. Un jour, une femme du voisinage déclara avoir entendu quelque chose, pas un cri, mais une sorte de gémissement étouffé, un souffle retenu, quelque chose qui ressemblait à une voix humaine essayant de ne pas être entendue. Elle n'en parla qu'à demi-mot, avec gêne, avec peur, parce qu'on ne veut pas croire à ce que l'on pense avoir entendu. L'intérieur de cette remorque, qu'on appellera plus tard la salle du jouet, était tapissé de panneaux isolants. Chaque mur, chaque surface, chaque interstice avait été renforcé pour que le son ne s'échappe pas. Rien ne devait sortir, ni bruit, ni air, ni prière. Il y avait des outils, des dispositifs métalliques modifiés, des chaînes ajustables, des sangles de cuir vieilli, patinées par l'usage. Des objets faits sur mesure dont la fonction exacte n'a jamais été clairement définie dans les rapports. Et au centre, un vieux enregistreur à bande, toujours prêt, toujours posé, comme si chaque visite, chaque respiration, chaque tremblement devait être conservé, documenté. Certaines bandes ont été retrouvées, d'autres non. On murmure que quelques-unes circuleraient encore, discrètement, dans des forums obscurs, échangées comme des reliques interdites. Mais le plus dérangeant, c'est que personne ne sait combien de fois la remorque a servi. Combien de personnes y sont entrées. Combien n'en sont jamais ressorties. Pendant des années, la remorque resta là, visible, à la vue de tous, et pourtant totalement ignorée, comme si la ville entière avait choisi de détourner le regard, comme si quelque chose poussait chacun à ne pas poser de questions. Puis, en 1999, tout s'est fissuré. Une femme, évanouie sur le bord de la route, pieds nus, couvert de poussière, fut retrouvée par un conducteur de camion. Elle tremblait, respirait de manière saccadée, ses pupilles dilatées comme si elle revenait d'un cauchemar qui n'était pas encore terminé. Son prénom était Cynthia. Au poste de police, lorsqu'on tenta de l'interroger, sa voix se brisait. Ses mots se mélangeaient, comme si son esprit essayait de se souvenir, tout en tentant d'oublier. Les médecins parlèrent de choc post-traumatique aigu. Les policiers, eux, hésitaient. Sa version était trop précise, trop cohérente,
trop réelle pour être le fruit d'une hallucination. Elle disait qu'elle avait été retenue dans une pièce blanche, qu'il y avait un ventilateur bruyant, et une voix enregistrée qui parlait, lentement, mécaniquement, une voix d'homme, mais filtrée, détachée. Des phrases répétées, toujours les mêmes, comme un manuel, comme une procédure. Elle parla de chaînes froides contre la peau, de métal ajusté à la taille d'un corps humain, d'outils qu'on ne trouve dans aucun magasin, de crochets fixés à la bonne hauteur, comme si chaque mouvement avait été prévu. Mais ce n'était pas cela qui troubla le plus les enquêteurs, c'était sa description du début. Elle avait dit « Il m'a parlé avant, longuement, comme s'il voulait que je comprenne quelque chose, pas que je souffre, que je sache. » Elle n'avait pas pleuré en racontant ça, elle avait simplement regardé le mur, comme si ses yeux n'étaient plus capables de fixer des visages. Les policiers hésitèrent encore. Une femme en état de choc peut reconstruire des mensonges. La mémoire peut se fracturer. La peur peut inventer. Mais il y avait les marques, des traces circulaires sur les poignets, identiques, parfaitement symétriques, comme si elles provenaient d'un dispositif conçu pour s'adapter, pour maintenir, pour retenir. Alors, pour la première fois depuis des années, quelqu'un osa regarder la remorque blanche, s'approcher, tendre la main, toucher le métal refroidi par la nuit. Un policier raconta plus tard avoir entendu, juste avant d'ouvrir, un battement sourd comme une vibration étouffée à l'intérieur. Pas un cri, pas une voix, juste ce son, comme un cœur qui continue à battre dans une pièce où personne ne devrait être vivant. La clé tourna, le cadenas grinça et la porte s'ouvrit dans un silence total. Lorsque la porte de la remorque s'ouvrit, l'air qui en sortit était lourd, saturé d'une odeur métallique mêlée à quelque chose de plus ancien, plus stagnant. Un mélange d'huile, de cuir vieilli et d'humidité enfermée depuis trop longtemps. Un policier eut un mouvement de recul, un autre posa sa main sur sa bouche, comme pour retenir un haut-le-cœur qui n'avait pas encore eu le temps d'exister. La lumière intérieure était faible, jaunâtre, comme si l'endroit avait été éclairé par une ampoule qui refusait de s'éteindre depuis des années. Les murs étaient recouverts de mousse acoustique, taillée parfaitement jusqu'aux angles. Aucune surface nue, aucune imperfection. Tout était calculé, tout ait été volontaire. Au centre de la pièce, il y avait une chaise métallique, munie de sangles aux bras, aux chevilles, au torse. Mais ce n'était pas la chaise qui attira l'attention d'abord. C'était l'enregistreur, posé sur une petite table, toujours branché, toujours prêt, avec une bande insérée, comme si l'on avait interrompu quelque chose seulement quelques heures plus tôt. Un policier appuya sur lecture, un clic sec, puis un souffle, puis une voix. Calme, posée, presque pédagogique. Si tu entends ma voix, c'est que tu ne te souviens plus. Alors écoute. Tu dois comprendre où tu es et pourquoi. Le policier arrêta la bande. Ses mains tremblaient. Dans un coin de la pièce, accroché à un panneau, se trouvaient des plans techniques dessinés à la main. Des schémas de dispositifs mécaniques, des mécanismes numérotés, des croquis de silhouettes humaines attachées selon différentes positions. Le papier était jauni par le temps, mais les traits étaient nets, précis, comme ceux d'un homme qui sait exactement ce qu'il construit. Sur une étagère, alignés avec une rigueur presque militaire, des carnets remplis d'écritures. On y trouvait des listes, des dates, des prénoms, certains rayés, d'autres soulignés, certains marqués d'un simple tiret, mais aucun nom de famille, rien qui permette d'identifier, seulement des traces, des fragments d'existence. Et puis, au fond de la pièce, un miroir. Pas un miroir de salle de bain. Un miroir froid, rectangulaire, fixé au mur. Un miroir sans teint. On ne réfléchit pas immédiatement. Pas sur le moment, pas quand l'esprit lutte encore contre ce qu'il voit. Mais très vite, l'évidence s'impose. Ce n'était pas un miroir. C'était une vitre donnant sur une deuxième pièce, une pièce encore plus sombre, plus silencieuse, où l'on devinait seulement une forme, quelque chose ou quelqu'un assis dans l'obscurité. Les policiers n'avaient pas vu de corps dans les registres, pas de disparition récente correspondant, rien dans les rapports. Pourtant, il y avait bien là une silhouette humaine, immobile, assise, la tête baissée, comme si la personne attendait, ou écoutait, ou retenait son souffle. Un des agents appela, doucement, puis plus fort. Aucune réponse. Un autre fit un pas, puis deux, et la silhouette bougea, lentement, très lentement, comme si chaque mouvement coûtait,
comme si les muscles avaient oublié comment fonctionner. Puis, dans le silence le plus total, un son, un seul, un inspire profond, un souffle long, comme si la personne revenait d'un endroit où l'air ne passait plus. Lorsque la silhouette leva la tête, un frisson traversa toute la pièce. Ce n'était pas un geste brusque ni violent, juste fatigué, comme si chaque seconde d'existence lui pesait. Les policiers approchèrent pour ouvrir la deuxième porte, mais la poignée était froide, inerte, comme soudée. Un système bloqué de l'intérieur. Un agent appela des renforts. Un autre tenta de communiquer à travers la vitre. La silhouette ne parlait pas, mais elle respirait, lentement, régulièrement, comme si elle attendait quelque chose. Puis, sans prévenir, les lumières vacillèrent. Un seul claquement électrique, un souffle, et l'ampoule s'éteignit. La remorque fut plongée dans une obscurité totale. Pendant quelques secondes, personne ne bougea. Pas un mot, pas un appareil. Juste le bruit du sang dans les tempes et cette respiration derrière la vitre. Quand la lumière revint, tout était pareil. Sauf une chose, la silhouette avait disparu. La chaise était vide. Les sangles pendaient, ouvertes. Aucune trace d'ouverture de porte, aucune marque au sol, comme si la personne n'avait jamais existé. Les policiers vérifièrent chaque recoin, chaque cache, chaque centimètre. Rien. Dans le rapport officiel, on indiqua « absence de sujet ». État mental des témoins altéré par la panique et la noirceur de la scène. Ce fut la première omission du dossier, mais pas la dernière. Après la découverte de la remorque, l'affaire explosa dans les médias. David Parker Ray fut arrêté. Son entourage, ses voisins, ses connaissances, tous affirmèrent la même chose. C'était quelqu'un de normal. Rien, jamais, n'aurait pu nous faire imaginer ça. Mais ce fut au procès que les choses devinrent floues. Car malgré les preuves de l'atelier, les schémas, les carnets, les enregistrements, les témoignages, très peu de corps furent retrouvés, presque aucun, juste des traces, des fragments, des noms effacés. Les enquêteurs parlaient d'au moins 40 victimes, peut-être plus. D'autres disaient 60, ou davantage. Mais sans corps, un crime reste une histoire. Un murmure, un vide. Certaines victimes supposées réapparurent, d'autres, non. Et celles qui avaient survécu n'avaient pas de souvenirs complets, seulement des impressions, des sons, des odeurs, des respirations derrière les murs. Une d'entre elles, interrogée des années plus tard, expliqua ceci. « Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas la pièce qui fait peur, ce n'est pas ce qui s'y passe, c'est l'idée qu'on peut en sortir, mais ne jamais réellement revenir. » Elle disait qu'elle avait encore, parfois, la sensation que quelqu'un l'observait lorsque la lumière s'éteignait. Pas un être, pas un visage, juste une présence. Comme un souffle chaud, presque familier, juste derrière son oreille. Certains policiers ayant participé à l'ouverture de la remorque firent des cauchemars pendant des mois. D'autres développèrent des troubles anxieux. On raconte que l'un d'eux, le premier à entrer, ne supporte plus les pièces également silencieuses. Il dort toute sa vie avec une radio allumée sur un bruit blanc, juste pour ne plus entendre le silence. La remorque fut détruite, les objets catalogués, les preuves scellées. L'affaire considérée comme close, officiellement. Mais parfois, lors de ventes d'entrepôts ou de garages abandonnés, des gens racontent avoir trouvé, dans une caisse mal étiquetée, des rouleaux de bandes audio, sans titre, sans date. Le son est faible, granuleux, saturé, mais on entend toujours la même chose, un souffle, un pas. Puis une voix très calme, très lente, presque douce. Il faut écouter pour ne pas oublier. Tu es là, avec moi, et tu ne pars jamais vraiment. Et ce qui dérange le plus, c'est que la voix semble connaître votre nom.